appuie sur... Voilà. Donc le sport, l'héritage et l'attendu de la Grande Guerre. Alors voilà le thème de la conférence que je vous propose de développer. 1. L'évolution de la pratique sportive durant la Grande Guerre. Vous allez voir comment on passe en 1914 à une pratique très confidentielle du sport à une pratique de masse dès le lendemain de la Grande Guerre. Alors, je vous dis tout de suite, je vous donne la définition de ce qu'on entend par sport. On parle bien de sport. Le sport, c'est une activité physique où il y a inévitablement, automatiquement, une compétition avec un individu ou un groupe d'individus. C'est-à-dire qu'il y a une notion de rencontre avec un classement selon des règles bien précises. C'est ça le sport, avec la compétition. Sinon, c'est dans l'éducation physique. Et c'est vrai qu'avant, en France, on a une pratique énorme de l'éducation physique, puisque l'un des constats de la défaite de 1870 est que les Français manquent de conditions physiques. Donc, on veut, la Troisième République naissante, veut développer l'activité physique, on ne sait pas laquelle route apparaît des grands courants, les courants Ambrose, les courants Domny, les courants de méthode naturelle, etc., etc. Et il y a un mouvement qui va apparaître. C'est le mouvement humaniste amené par De Coubertin qui lui se réfère au mot mondial, le sport. Qui vient d'un mot français des sports qui signifie jeu. Donc c'est quand même une notion ludique dans le sport, même s'il y a des affrontements selon des règles précises. Alors le sport est pratiqué très confidentiellement. Vous avez vu ce matin au musée de Meaux, on a vu des vitrines où on voyait avant la guerre de 14-18 des gens en train de faire du sport. En fin de compte, ils font de l'éducation physique. On va avoir pléthore de clubs qui vont se créer, des associations de gymnastique. En fin de compte, c'est de la préparation militaire. On prépare la revanche, donc on apprend à tirer, on fait de la gymnastique. En fin de compte, c'est comment monter à cheval, etc., etc. Mais ce n'est pas du sport. Sur une population de 41 millions d'habitants, on évalue à peu près à 1 200 000 le nombre de pratiquants dans une société sportive, et là-dessus, on évalue à 400 000 le nombre de sportifs, ceux qui font régulièrement des compétitions. Voilà. Et puis, plus concrètement, le football, avant 1914, c'est un sport de bourgeois. Les bourges font le football. Le peuple, lui, joue au rugby. La soule, qui est vraiment ancré depuis le Moyen-Âge dans nos sociétés, va être récupéré quand les Anglais vont nous amener ce rugby. Et on va faire une identité avec la soupillonne, comme on a joué, on en parle longuement. C'est qu'au travers du football et du rugby, vont s'opposer avec une violence hallucinante les catholiques et les laïcs. Voilà, il faut être clair. Hein. Donc le football est considéré comme un sport de bourgeois, de catholiques, de droite. Le football est un sport de gens de gauche, de laïcs, de républicains. C'est comme ça. Et puis la guerre arrive. Voilà. Alors, voilà. La guerre arrive. Oui, alors vous avez vu l'évolution, les divers sports pratiqués au front, l'héritage sportif de la Grande Guerre, donc 4 aspects que j'ai développés. Vous allez voir, entre autres, le sport féminin mondial tire ses origines de ce qui s'est passé ici. L'handisport aussi, hein, messieurs, et quant au rugby au football, je vous en laisse la surprise. Voilà. Et enfin, la dernière facette, les champions et la Grande Guerre. On y va. Alors, le grand 1, évolution de la pratique sportive durant la guerre. Voilà, de 1914 à 1915, c'est ce que j'ai appelé la période d'initiation. Je vous montre un courrier, c'est une de mes sources de référence. Je n'étais pas à la guerre de 14, plus personne d'ailleurs de vivant n'était à la guerre de 14. Donc, les sources de référence, ce sont les courriers de nos poilus. On estime entre 3 et 4 milliards le nombre de lettres qui ont été échangées en France. Je ne suis pas toujours en France, je n'ai pas travaillé sur l'ensemble. Voilà. Donc entre 3 et 4 milliards de lettres. Donc c'est quand même une source intéressante, même s'il s'auto-censure. Pour la petite histoire de Louis Vassilière, c'est mon grand-père maternel. Donc je me suis aussi référé aux journaux de tranchées, plus de 600 titres. Énorme, les journaux de tranchées où là, les soldats vont dire énormément de choses jusqu'à ce que l'autorité de tutelle les interdit. Mais là, ils vont faire comme un peu La Fontaine, ils vont faire avec beaucoup d'humour, passer beaucoup d'infos. Il y a les carnets de poilus,
connaissez tous, on en a parlé, le carnet du tonnelier Bartas, hein, ce soldat qui est à la guerre, qui au jour le jour raconte sa guerre. Hein, je l'ai consulté énormément, et par rapport à la thématique que vous avez développée, j'ai énormément d'informations. Et puis les journaux de l'époque. L'équipe s'appelle pas l'équipe, mais l'auto, hein, et il y a énormément de pléthore, parce que n'oubliez pas que depuis 1882, l'école en France est d'ailleurs gratuite et obligatoire. Une grande majorité de nos grands-pères et de nos grands-mères savaient lire, écrire et énormément écrire. Allez, on avance. Alors, oui, cette guerre commence par une guerre de mouvement. On en a parlé un petit peu ce matin, la bataille des frontières. Après, il y a la course à la mer. Et puis, au bout, on va dire, début 1915, on va se retrouver dans une guerre bloquée, une guerre de tranchées, une guerre de position, à un front de 750 km qui part de Newport jusqu'à la Suisse. La situation est bloquée. Et les soldats ne sont pas toujours au combat. Hein, heureusement, il y a des moments où les offensifs, on sort des tranchées, mais le moment là, on attend. Alors le quotidien d'un poilu consiste à aller, bon, il est dans la zone du front, il est à l'arrière, après il passe en troisième ligne, seconde ligne, première ligne, en première ligne, vous avez vu, c'est fatigant, même s'il n'y a pas de combat, c'est fatigant, il faut entretenir constamment la tranchée, il faut sortir la nuit, refaire les frises, enfin c'est exténuant, c'est crevant, c'est fatigant, il y a une promiscuité énorme. Les premières lignes, c'est l'enfer. Et au bout d'un certain temps, on retourne à l'arrière et on se repose. Mais dans l'inaction, très vite, dans le niveau des poilus, Félix Chagnot du 53e régiment d'infanterie, vous voyez, 4 novembre 1914, aujourd'hui il pleut, je m'ennuie. Mais hier, je reprends mon existence monotone, le temps me semble bon. Édouard, je m'ennuie à mourir toute la journée. Louis Vassilière, mon grand-père, excusez-moi, je me fais bougrement chier, j'ai trouvé ça. Alors que tous ces courriers, ils ne parlent jamais se préposer, ils semblent vraiment le repère. Hein. Vous voyez, les soldats s'ennuient. Que faire pour vaincre cet ennui? Ça inquiète bien sûr l'état-major, on a quand même des millions d'hommes au fond. S'ils s'ennuient, ça peut être dramatique. Là, la solution va venir des poilus eux-mêmes. Que vont-ils faire? Vous voyez, ce soldat, on s'ennuie, les autres sont derrière, ils roupillent, ils attendent. Photo suivante. Alors on joue aux cartes. Et puis, quelques poilus ont amené avec eux leur ballon de foot. Venez voir les gars, je vais vous montrer quelque chose. Comme on a fait quand on était gamin dans les pauvretés, spontanément on se met à jouer au foot. Ça plaît. Regardez ça, regardez. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a des obus qui éclatent. Et qu'est-ce qu'ils font ces gars? Ils jouent au rugby. Et regardez les visages. Il y a une chose qui va apparaître quand ils pratiquent, eh ben, ils s'amusent. Et pour les poilus, ils vont découvrir là un anti-cafard, un moyen d'oublier la guerre. Ils ne sont pas conscients qu'en fin de compte, ils sont en train de poser les bases du sport français. Ils s'amusent pendant qu'on joue, on oublie la misère. Photo suivante. Et voyez d'ailleurs une marque, hein, Paul Andrion. C'est un vrai, alors il est intéressant ce texte, c'est un vrai délassement que de jouer au football de temps à autre. Football, mais regardez bien. Bien loin de fatiguer les poilus, ça redonne de l'énergie en faisant jouer les articulations qui ont plutôt besoin de ça. Et puis, c'est si bon de plaquer les copains. Au football. Foot ou rugby. J'ai plusieurs copains de la campagne qui ignoraient tout de ce noble sport. Ils sont en train de découvrir, de devenir fanatiques du ballon ovale. Donc, en fin de compte, ils nous parlent de foot ou de rugby. Apprendre la pratique du football dans les tranchées, c'est plutôt rigolo. Ce texte, c'est vraiment, j'en vois beaucoup de textes comme ça. Voilà. Alors, dans le cas présent, je vous rassure, c'est du rugby. Les Anglais codifient le football et appellent ça le Football Association. Puis un jour, il y a Lee Webs qui prend un ballon, puis hop, qui pose les bases du rugby. Donc, on va l'appeler le football rugby.